Parmi toutes les créatures vivant dans la mer, les cétacés sont celles qui, depuis toujours, ont le plus fasciné les hommes. Aujourd'hui, nous connaissons bien les baleines à bosse et les grandes baleines bleues nous sont devenues familières. Mais il existe une autre espèce de cétacés, fréquente même le long des côtes anglaises, sur lesquelles nous ne savons presque rien, les globicéphales. Aujourd'hui, pour la première fois, des scientifiques se sont penchés sur cette société sous-marine aussi fascinante que complexe. Petits mais puissants, pesant à peine 3 tonnes, les globicéphales sont effectivement des petits géants. Les globicéphales à longues nageoires sont massacrés chaque année sur les côtes des îles Faroe. Un massacre facilité par les cétacés qui se laissent pousser sans résistance par une flottille de petits bateaux vers les plages où ils vont être tués. Ce sont encore des globicéphales, à nageoires courtes cette fois, dont les journaux parlent quand ils relatent la façon dont ces cétacés viennent s'échouer dans des eaux peu profondes. De nombreux protecteurs des animaux s'efforcent de les sauver. Mais pourquoi reviennent-ils presque immédiatement s'échouer à nouveau sur la même plage? Est-ce à cause des liens étroits qui unissent les membres d'une même famille? Les globicéphales sont des dauphins, et les scientifiques ont toujours pensé qu'ils se comportaient comme tous les autres dauphins. Paradoxalement, presque tout ce que nous savons sur les globicéphales nous vient du pays même qui en tue le plus grand nombre, le Japon. Chaque année, plus de 30 000 dauphins et globicéphales sont tués ici par des pêcheurs côtiers. À la suite de ce carnage, les scientifiques, en étudiant les carcasses, ont pu établir des statistiques. C'est une manière déplaisante d'obtenir des informations, mais au moment où le tournage de ce film a commencé, c'était la seule source d'informations disponible. Mais les choses changèrent en 1989. Depuis longtemps, les scientifiques espéraient qu'un groupe de globicéphales resterait assez longtemps au même endroit pour pouvoir les étudier. Les informations arrivèrent d'une source inattendue. Des touristes en vacances dans les îles Canaries, à 160 km au large de la côte atlantique de l'Afrique du Nord, virent des globicéphales près du rivage. Il semble qu'ils aient toujours été là, mais personne ne les avait remarqués auparavant, bien qu'ils se réunissent à moins de 2 km de la côte abritée de Tenerife. Jim Emlich Boran et sa femme Sarah étudient le comportement des cétacés. Quand ils sont arrivés à Tenerife, ils furent surpris de découvrir qu'ils pouvaient observer les cétacés du balcon de leur appartement.
Le but de notre étude ici est d'observer les aspects de leur biologie, de leur reproduction, de leurs relations sociales, car nous ne savons pas grand-chose sur ces animaux. Étudier le foie d'un des cétacés ne suffit pas à les connaître. Le couteau des baleiniers ne peut pas répondre à toutes les questions. 1er août. C'est le début de 2 années d'études dans le but d'assembler les morceaux du puzzle. Armés d'un bateau et d'une caméra bien inoffensifs, Jim et Sarah commencent leurs observations. Réunissant toutes les informations disponibles sur les globicéphales à nageoires courtes, ils furent surpris d'apprendre que la marine américaine avait déjà étudié le système d'écholocation de ces animaux, système qui leur permet de repérer les obstacles grâce aux ultrasons. Les vieux baleiniers appelaient ces cétacés des grosses têtes à cause du renflement qu'ils ont précisément sur la tête et que l'on appelle le melon. Il contient un mélange d'huile et de cire d'une grande valeur, très recherché par les baleiniers qui l'utilisent comme lubrifiant pour des machines de précision. Les scientifiques ont conclu que c'était un élément important du système d'écholocation. Plus ce melon était gros, plus le système était puissant. L'obscurité règne dans les profondeurs de l'océan. Mais le son y circule comme partout. Les cétacés ont donc appris à voir et à chasser avec leurs oreilles. Les sons sont produits à l'intérieur d'une série de cavités en forme de ballons situées dans leur tête. Le melon concentre le signal en un faisceau vibrant de son. Il agit comme le faisceau d'une lampe torche. L'écho est capté par un canal sensible dans l'os de la mâchoire qui sert d'antenne pour l'oreille. Proie molle et transparente. Ce sont des calmars. Ils nagent à des profondeurs telles que peu de prédateurs peuvent les attraper et ils sont pratiquement indécelables, même par des sonars. Donc les profondeurs sont une source infinie de nourriture que seuls les cétacés peuvent atteindre. L'écholocation est sensible à la densité des différents matériaux. Par conséquent, les globicéphales peuvent utiliser d'infimes différences de résonance pour voir au travers des choses. Cette femelle est enceinte. Comme beaucoup d'autres animaux, les globicéphales utilisent leurs cris pour communiquer entre eux. Les scientifiques ne sont pas d'accord sur la complexité de leur langage, mais on pense que chaque cétacé a un sifflement personnel, une signature, comme le nom pour un homme. Pour Sarah et Jim, il est évident que les globicéphales ont besoin de se reconnaître et de communiquer parce qu'ils semblent vivre dans une société organisée. Mais quelle est la nature de cette organisation? Leur première tâche, photographier chaque individu. S'ils ne peuvent pas identifier chaque animal, les relations entre les individus seront impossibles à déterminer avec précision. En examinant leurs photos, ils constatent que les nageoires dorsales sont toutes différentes. Elles ont des cicatrices et des coupures. Pourtant, les cétacés ne semblent pas se battre. Voilà un autre mystère. Puis ils remarquent des bernaches attachées sur la nageoire dorsale d'un bébé. Tous les jeunes mâles semblent en avoir. Le bernache s'enfonce dans la peau tendre du bébé et se nourrit du plancton quand le jeune cétacé parcourt l'océan. Plus tard, la bernache se détache, mais la nageoire porte une cicatrice indélébile, aussi reconnaissable qu'une empreinte digitale. En apprenant à identifier les individus, Jim et Sarah constatent qu'ils rencontrent chaque jour les mêmes animaux. Ils ont baptisé celui-ci Capitaine Crochet. Quand les globicéphales deviennent adultes, la nageoire grandit et les cicatrices s'accentuent.
Les cétacés semblent toujours se déplacer en groupes familiaux unis. Les familles vont et viennent sans cesse. Mais les scientifiques ne peuvent pas tout apprendre par des observations en surface. Pour en savoir plus, Jim doit les suivre sous l'eau. Capitaine Crochet est un mâle adulte d'une trentaine d'années. Il mesure 5 mètres et pèse environ 3 tonnes. Sa peau est douce comme du velours. Il porte de longues cicatrices qui ne sont pas les conséquences de violents combats, mais plutôt celles de tendres morsures des autres membres de son groupe. Jim n'utilise pas d'équipement de plongée. Il veut se rapprocher aussi près que possible du groupe de Capitaine Crochet sans le déranger par des bulles d'air. Il découvre qu'environ 9 individus nagent avec Capitaine Crochet. De tels groupes sont la base de la société des globicéphales. Jim et Sarah vont apprendre à connaître ce groupe au cours des 2 prochaines années. Les femelles sont plus petites que les mâles, mais ce sont des membres importants de la famille. Sarah baptise la femelle, la plus vieille, Clochette. En tant que femelle dominante du groupe, elle nage au milieu, suivie par son petit, qui est déjà presque adulte. Cette jeune femelle a un petit de 2 ans. Le lien entre mère et enfant est très important, car les petits des cétacés se développent aussi lentement que ceux des hommes. Selon les Japonais, ils atteignent la puberté entre 9 et 14 ans. Ce lent développement resserre les liens entre les cétacés et ces liens peuvent durer toute la vie. À l'abri sous la queue de sa mère, ce petit se déplace sans effort, tiré dans son sillage. Il est probable que les contacts physiques fréquents renforcent les liens entre les membres d'une même famille. Les globicéphales ne respirent pas de façon automatique. Chaque respiration est volontaire. Aucune quantité d'air ne s'échappe des évents par accident. Quand un cétacé décide d'émettre des bulles d'air, c'est pour envoyer un message visuel. Les bulles tracent des dessins à la surface de la mer. Jim et Sarah sont convaincus que la famille est très organisée. Les mâles participent à l'éducation des jeunes. Les mères ne s'en occupent pas seules. Ce cétacé traîne derrière lui 4 petits. Et ils ont des âges différents. Ce sont les enfants de toutes les mères du groupe. L'individu responsable est un jeune mâle. C'est le frère, le cousin ou l'oncle de tous les autres. Mais il s'occupe de tous les bébés comme s'ils étaient les siens. Pourquoi ? Pour les cétacés, les relations sexuelles sont des rencontres brèves et temporaires. Un mâle ne sait jamais de quel bébé il est le père. C'est pourquoi il s'occupe de tous les bébés des femelles de sa famille. Les mâles adultes nagent le plus souvent à l'extérieur du groupe. Ils semblent garder les femelles et les jeunes. Quand Jim s'approche du groupe, les mâles se comportent souvent comme des appâts, l'attirant loin du groupe.
Des études japonaises montrent que les mâles ne vivent pas plus de 38 ans alors que les femelles atteignent fréquemment 60 ans. Sentinelles permanentes du groupe, les mâles ont une vie pleine de stress et de danger. À cause des attaques des épaulards, les groupes comptent moins de mâles que de femelles. Ce mâle semble être un ami de Capitaine Crochet. Quand on en voit un, l'autre n'est pas loin. « 20 juin. Pour le moment, les plongées de Jim se sont déroulées sans problème. Mais ce cétacé est un nouveau venu. Regardez-le remuer les épaules. Jim est fasciné par l'attitude étrange de ce visiteur. Cette attitude de défi est inhabituelle. Jim n'en a jamais vu auparavant. Jim sent de fortes émissions de sonar le frapper sur tout le corps. En concentrant les ondes sonores à travers le melon, les globicéphales peuvent les utiliser comme des armes. Un coup de queue rate de peu sa tête. Témoin de ce comportement rare, Jim constate que les globicéphales peuvent être agressifs, bien qu'ils soient généralement des animaux pacifiques. Quand ils sont en danger, ils plongent dans les profondeurs de l'océan où les prédateurs comme les épaulards ne peuvent pas les suivre. 29 février, une embarcation a heurté un cétacé. 40 personnes ont été blessées. Cet accident est le plus récent, mais de nombreuses collisions similaires surviennent souvent avec des globicéphales. Un grand ferry pourrait couper un globicéphale en deux et tous les bateaux amateurs, même les plus petits, peuvent les blesser. Les traces de ces blessures sont visibles. Trouver un moyen pour éviter ces accidents serait dans l'intérêt de tous. En attendant, les scientifiques sont particulièrement prudents. Une journée calme au début de l'année 1991. Deux groupes de globicéphales se sont rencontrés et communiquent entre eux. Il y a peut-être une très bonne raison à ces interactions sociales. Les scientifiques japonais nous ont appris que les mâles ne s'accouplent pas avec les femelles de leur propre famille. L'inceste semble tabou. Donc ces rencontres entre groupes procurent aux mâles leur seule chance de trouver une femelle. 21, 22. Whoa, that is a young cat. Misshapen head. Definitely born this season. The fetal folds on the side from being folded up. Depuis leur arrivée, Sarah et Jim n'ont jamais assisté à l'accouplement de deux cétacés. Aujourd'hui, le comportement des individus est très différent. This one. D'habitude calmes, les cétacés semblent gambader autour du bateau. Leurs nageoires dorsales chatouillées par le vent et le soleil, ils se frottent contre les autres. Est-ce un déchaînement de passion ? With its head, it's lifting the other one's tail out. It's a tight pack. Maintenant, ils nous offrent une démonstration de gymnastique. Debout sur la tête et frappant l'eau de leur queue, ils semblent s'amuser. Ce sont tous de jeunes cétacés, des adolescents. Mais où sont les adultes ? Sarah et Jim ne savent plus quoi penser. Yeah, a lot of full body contact. Waving tails. Yeah, but I don't see any big adult males. No. It's just socializing. It reminds me of what we used to see with the killer whales. Jusqu'à présent, les scientifiques ignorent tout du comportement des cétacés en haute mer. C'est peut-être là qu'ils s'accouplent réellement. Et le comportement de ces jeunes ne serait alors qu'un jeu. Ils soulèvent leur tête hors de l'eau pour espionner le monde aérien
et voir ce qu'il se passe au-dessus de la surface de l'eau. Pendant que ce jeune baby-sitter est occupé, un bébé s'intéresse au bateau. On sent que les animaux sont tous très agités. Ils lèvent la tête hors de l'eau pour examiner les environs. Le baby-sitter se souvient brusquement de ses responsabilités et éloigne le petit. Et la mère s'avance pour reprendre le contrôle de la situation. Tandis que les familles se regroupent, cette exubérance continue sous l'eau. Quand de nombreux cétacés se rencontrent, les plus jeunes forment des groupes. Mais cette fois-ci, aucun adulte ne les surveille. Les adolescents font étalage de leur talent, puis s'éloignent pour rencontrer de nouveaux amis. Les deux familles vont rester ensemble quelques heures ou même quelques semaines. Au milieu de ce terrain de jeu, chaud et tridimensionnel, qu'est l'océan, les amusements sont tout naturellement tactiles, même si les cétacés ne s'accouplent pas avant d'avoir atteint l'âge adulte. Fin août. La famille compte de nouveaux bébés. Sarah pense que les îles Canaries servent également de maternité aux globicéphales. Leur grossesse dure 15 mois. Les marques blanches sur le flanc du bébé témoignent de sa position repliée dans le ventre de sa mère. Tout comme l'accouplement, la naissance est un événement que les cétacés accomplissent en privé. Un tel spectacle est donc particulièrement exceptionnel. Une mère portant son fœtus mort dans sa bouche. Elle est suivie de près par un contingent de cétacés qui l'ont peut-être aidé à mettre au monde son bébé. Normalement, ces sages femmes aident le nouveau-né à respirer. Ici, elles forment un cortège déçu. Le petit était prématuré. Un bébé revient vers sa mère après avoir passé plusieurs heures sous la garde d'un adolescent. Le bébé veut téter. Les glandes mammaires sont cachées à l'intérieur du corps de la mère. Afin de la persuader de faire sortir ses mamelles, le bébé lui frappe doucement le ventre. Il va téter tout en nageant. Le bébé doit rouler sur lui-même pour attraper la mamelle. Ce jeune a 3 ans.
Il a déjà appris à se nourrir de calmars et bientôt il sera sevré car sa mère s'apprête à donner naissance à un nouveau bébé. Sarah est ravie de constater que la famille de Capitaine Crochet est de retour. Elle s'intéresse particulièrement à Clochette, la femelle dominante, qui est toujours accompagnée de son petit, âgé aujourd'hui de 10 ans. Il est presque adulte. Il pousse sa mère du museau comme le font les bébés. Sarah est incrédule. Il ne peut pas vouloir du lait. Et pourtant, l'adolescent est bien en train de téter, même si depuis 7 ans, il attrape seul sa propre nourriture. Sarah se demande si les femelles plus âgées, qui vivent souvent 20 ans de plus que les mâles, ne servent pas de babysitter, nourrissant leurs petits-enfants quand leur mère part pêcher. Sarah et Jim remarquent de nombreux points communs entre le comportement familial des cétacés et celui de ces autres mammifères, les touristes. La plage est le lieu où les gens se rencontrent, où des amitiés se nouent, où éventuellement l'amour peut naître. Les globicéphales se retrouvent dans les eaux paisibles au large de Tenerife pour les mêmes raisons. Presque toutes les familles de cétacés se retrouvent ici à un moment ou à un autre. Comme les femelles dominantes de la société des cétacés, les grands-mères sont au centre de la vie familiale des hommes. Leur longue expérience et leur savoir créent des liens entre les générations. Sarah considère les femelles dominantes de la société des cétacés comme les dépositaires des trésors de l'océan. Les vents, les marées, les courants et surtout les lieux de pêche. Il fut un temps où l'on pensait que les mâles dirigeaient le groupe, mais les vrais chefs sont les grands-mères. Bien que notre vision du monde des cétacés soit fragmentaire et peut-être même inexacte, ils vivent dans un espace-temps proche du nôtre, au sein d'une société fondée sur la stabilité de générations qui se renouvellent et qui sont engendrées par les femmes. Mais une pièce du puzzle est toujours manquante. Que font les cétacés en haute mer? On l'ignore toujours. Peut-être la famille se transforme-t-elle en une équipe au sein de laquelle chaque membre a un rôle à jouer dans l'éternelle chasse pour survivre et se nourrir. Si de nombreux mystères demeurent, nous avons malgré tout appris beaucoup de choses. Jim et Sarah ont découvert un monde de mâles attentifs, de crèches et de babysitters où même les grands-mères ont un rôle à jouer.
Des légendaires smilodons aux meurtriers d'aujourd'hui, voici l'histoire d'une famille de carnivores dont les membres sont tous des assassins professionnels. Une famille qui a perfectionné l'art de tuer. L'histoire de cette famille d'assassins, dont les canines sont devenues des armes redoutables, a commencé il y a 40 millions d'années dans les jungles de ce qui est aujourd'hui l'Eurasie. C'était un monde recouvert de forêts et habité par les lointains ancêtres des carnivores. Habitant minces et agiles des arbres, ces créatures ressemblaient peut-être à ce carnivore moderne, un lynxang. Ou à cette genette. Des animaux opportunistes, toujours à la recherche d'une proie comestible dans les branches des arbres. C'est dans les arbres que les premiers vrais félins se sont développés, chassant les autres animaux qui y vivaient. Aujourd'hui, le fossa est un animal qui ressemble étrangement à un félin. Il appartient à la famille des vivéridés qui vivent sur l'île de Madagascar. Les premiers félins vivaient peut-être comme eux et leur ressemblaient probablement aussi. Comme ce fossa, ils utilisaient leurs ouïes perçantes et leur vision binoculaire pour localiser leur proie. Leurs griffes aiguisées et leurs membres, dont ils se servaient comme de grappins, leur permettaient de se déplacer au milieu des branches avec une agilité surprenante. Des talents de gymnaste leur permettent de descendre rapidement sur le sol. Comme les vrais félins, le fossa a des griffes rétractiles afin qu'elles ne s'émoussent pas au contact du sol. Ces premiers félins se servaient aussi d'odeur pour marquer leur territoire, se frottant contre les arbres ou les rochers et laissant leur message olfactif. Mais leur gueule abritait déjà les armes secrètes d'un tueur redoutable. Les dents témoignent du moment le plus important de leur évolution, l'acquisition de canines aiguisées. Avec le temps, les dents du fond qui leur servaient à mâcher ont disparu et ont été remplacées par un jeu de couteaux devant, véritables poignards pour tuer et des ciseaux à l'arrière pour découper la viande. Dotés de l'âne effilé et de membres agiles, les félins allaient devenir des assassins qui régneront sur les arbres. Leurs griffes rétractiles sont aussi efficaces dans la chair que dans l'écorce. Une lignée de félins aboutit à ce marget. Toujours vivant, il est parfaitement adapté à la forêt dans laquelle évoluaient déjà ses ancêtres. À l'aise au sommet des arbres, il peut faire complètement pivoter ses chevilles pour descendre tête la première. L'histoire des premiers félins arboricoles a influencé leurs descendants. Même les félins qui aujourd'hui vivent sur le sol ont gardé une relation étroite avec les arbres. Et quand, il y a 20 millions d'années, les félins descendirent pour la première fois sur le sol à la recherche de proies plus grosses, ils avaient avec eux leur technique et leur talent meurtrier. Les premiers félins à vivre sur le sol ressemblaient probablement à ce petit animal d'Amérique du Nord. C'étaient des prédateurs qui avaient su adapter leur talent de gymnaste pour traquer leurs proies ou leur tendre des embuscades. Ce changement devait fortement influencer le développement des techniques de chasse des félins.
Plus forts que rapides, les félins se sont spécialisés dans la traque et les embuscades, poignards prêts à frapper. Leurs pattes agiles et leurs griffes acérées devinrent des outils pour manipuler leur proie afin de les mettre dans la position parfaite pour asséner le coup mortel. Une morsure qui, chez certains félins, était déjà étrangement sophistiquée. Ils ont rapidement affiné leur talent et leur technique pour s'adapter à de nombreuses spécialités. Les chasseurs de rongeurs, comme ce serval, ont perfectionné le bond. Le serval ressemble étrangement à un renard. En fait, les chiens ont également développé la même technique pour attraper les rongeurs. Ce modèle de base de félin est adapté à tous les terrains et à tous les types de proies. Certains, comme le lynx, ont appris à poursuivre leur proie sur des étendues enneigées alors que le minuscule chat des sables fait preuve d'une patience interminable tandis qu'il reste en embuscade sous le soleil brûlant du désert. Au cours de leur évolution, les félins se sont spécialisés et leurs pattes se sont adaptées à toutes les tâches possibles. L'un des plus impressionnants spécialistes est un félin amateur de poissons. Les félins qui pêchent n'hésitent pas à se mettre à l'eau, plongeant et même nageant sous l'eau si c'est nécessaire. Mais dans cette mare peu profonde, le félin peut se servir de ses pattes pour attraper un poisson qui passe par là. Ce petit animal a une réputation particulièrement effrayante. En plus d'être un pêcheur très habile, il n'hésite pas à s'attaquer à des proies de la taille d'une chèvre. En Amérique du Sud, le jaguarundi se prépare à se mouiller les pattes pour attraper un bon repas.
Les chats des forêts, comme cet Oslo, se sont spécialisés dans la chasse aux oiseaux et comme tous ses cousins, ils les plument avant de les manger. Mais ces experts de l'embuscade ont besoin d'un système de détection particulièrement sensible afin de déceler l'approche de leur proie. Des oreilles comme des radars aident à localiser le plus petit bruit, des craquements d'un rongeur en train de se nourrir, au battement d'un cœur dans une poitrine. Un odorat capable de détecter des messages apportés par le vent et des yeux caractéristiques de l'acuité du chasseur. Comme tous ses congénères, ce félin des sables a une membrane réflective spéciale derrière la rétine. Grâce à elle, il peut voir sa proie à la lueur des étoiles. Mais pour qu'une embuscade soit efficace, le chasseur doit pouvoir voir sans être vu. Dans la lumière diffuse de leur cachette, les taches et les rayures des félins les rendent pratiquement invisibles. Mais rester en embuscade ne suffit pas. Le prédateur doit s'élancer. Plus le félin est grand, plus il a du mal à se cacher et plus importante devient la traque. En devenant capables d'abattre des proies de plus en plus grandes, les félidés durent modifier leur technique pour tuer. Au lieu de tenter de mordre à travers une peau dure et impénétrable, les grands félins choisirent d'étouffer leurs victimes. Pour le léopard, la spécialisation garantit sa survie. Mais la spécialisation a conduit toute une espèce à sa perte. Il y a 30 millions d'années, les grands herbivores régnaient sur la Terre. Ils étaient gigantesques, fournissant un butin important pour ceux que n'effrayait pas leur taille, ni même l'épaisseur de leur peau. Et voici les smilodons, les plus redoutables des félins carnivores. Ils ont développé des poignards particulièrement longs et pointus pour tuer des proies géantes à la peau épaisse comme le lithoterne. Des félins comme le smilodon disposaient de muscles du cou puissants afin d'actionner leurs dents en forme de sabre. Mais la manière dont ces étranges carnivores utilisaient ces armes reste un mystère. Peut-être, comme les félins d'aujourd'hui, étaient-ils des tueurs précis. Ce serval terrasse ses victimes d'un bond, puis il enfonce ses lames dans le cou de ses proies. Il utilise ses canines acérées comme des poignards, tuant avec une précision remarquable. En enfonçant ses canines dans la colonne vertébrale de sa victime, il peut détecter l'endroit exact où rompre les vertèbres. Est-ce ainsi que les smilodons tuaient leur proie? Si c'est le cas, le résultat devait être dévastateur. Aujourd'hui, on peut calculer, à partir de la forme et de la courbure de ces canines, que leur impact sur des os les aurait très certainement cassés. Alors, comment les utilisaient-ils?
La réponse nous est fournie par une source inattendue, la bouche d'un dragon. Reproduite en miniature, il n'a pas 2, mais une douzaine de dents, et elles ne servent pas à s'enfoncer dans la chair, mais à la découper. En observant la manière dont le dragon de Komodo se sert de ses dents, le mystère des grands smilodons s'éclaircit. Leurs dents étaient des couteaux et non des poignards. Et elles étaient capables d'infliger des blessures terribles. Il semble que les smilodons aient littéralement arraché la gorge de leurs victimes, les saignant ainsi à mort. Cette technique macabre était si efficace que pendant des millions d'années, les smilodons ont évolué et se sont reproduits. Les macaroïdes et les Barbourophélis étaient 2 espèces parmi les dizaines d'espèces de smilodons. Encore plus bizarre, le Thylacosmilus. Ce n'est pas un félin, mais un marsupial d'Amérique du Sud qui a adopté une version presque identique du même modèle. Quand l'isthme de Panama s'est ouvert, le vrai félin, le smilodon, descendit d'Amérique du Sud et les 2 animaux se rencontrèrent. La dentition du smilodon semblait lui donner avantage. Les marsupiaux étaient condamnés à disparaître. Mais l'extraordinaire spécialisation des vrais smilodons allait les conduire à leur perte. Il y a 2 millions d'années, il y eut un changement de climat qui réchauffa la terre et fit reculer les forêts, laissant la place à de grandes étendues de plaine. De nouveaux animaux se développèrent, les herbivores à pieds plats. Sur l'échiquier de l'évolution, ces nouvelles proies plus rapides étaient poursuivies à leur tour par une nouvelle race de félins. À proie nouvelle, chasseurs nouveaux, et de nouveaux félins apparurent qui combinaient la force et la rapidité. Pendant une courte période, les smilodons lourds et les félins modernes, plus rapides, cohabitèrent, chacun chassant des proies très différentes. Puis un nouveau cataclysme survint qui marqua l'extinction des smilodons. Il y a 50 000 années, un nouveau chasseur apparut, l'homme. Lui aussi chassait les grands herbivores et, en peu de temps, ils commencèrent à décliner. Et un autre changement de climat marqua la fin des grands herbivores. Ils furent totalement éliminés et quand ils disparurent, les smilodons qui dépendaient d'eux disparurent aussi. Aujourd'hui, les lions sont les seuls félins capables d'abattre des proies dont la taille se rapproche de celle des proies des smilodons. Mais les lions ne sont pas seulement rapides et grands, ils ont aussi la force du nombre.
Les lions vivent ensemble pour de nombreuses raisons sociales, peut-être pour garder les carcasses, mais cela leur donne aussi un avantage quand ils chassent à découvert. En plus d'être des spécialistes de l'embuscade, les lions peuvent, en cas de nécessité, atteindre une grande vitesse. Même pour ces grands félins, la compétition est rude et garder une proie est parfois plus difficile que de la tuer. Ce léopard doit tisser sa proie dans un arbre pour la mettre à l'abri des convoitises. Un des félins modernes a tout risqué pour une spécialisation qui pourrait causer sa perte. Le guépard, le prédateur terrestre le plus rapide. Alors que les smilodons étaient lents et lourds, l'évolution du guépard lui permet de chasser les proies les plus rapides.
Après avoir couru à plus de 130 km/h sur une distance de plus d'1 kilomètre, le guépard est épuisé. Il va lui falloir presque 10 minutes avant de pouvoir se faire à évoluer d'une manière très différente des félins. Les chiens, eux, ont choisi l'opposé de la spécialisation. Ils sont devenus des généralistes de la chasse, mangeant tout ce qui se présente, chair vivante ou morte. Dans la cassette suivante, nous vous raconterons leur histoire.